Bienvenue aux nouveaux arrivants. Il y en a encore d'autres. Moi, c'est certainement dans les embouteillages parisiens, mais on ne peut pas commencer plus tard. Donc, je répète, cette conférence au droit autrement est assurée par Monsieur le Président honoraire Jacques Sopelsa, président honoraire de Paris Panthéon-Sorbonne et cofondateur du programme Erasmus. Suivra la suite de la conférence sera faite par M. Philippe Mazet, haut fonctionnaire d'État, professeur à l'ENA et maître de conférence à Sciences Po. Il y aura ensuite une intervention de M. Benoît Lachant, directeur général de l'ESMD, qui commence sa série de conférences aujourd'hui par ce thème très novateur, le droit autrement. Je laisse la parole à M. le Président Jacques Sopelsa. Merci, monsieur le directeur. Je n'ai pas besoin de micro, vous m'entendez bien. Pas de problème. Ok. Bien, bonjour. Je vais vous dire simplement que, a priori, si j'étais à votre place, je me dirais c'est quand même paradoxal que pour présenter une école supérieure privée de droit, école supérieure des métiers du droit, le doyen, je vous remercie de votre confiance, soit l'ancien président d'une université. Ça peut paraître paradoxal, c'est la raison pour laquelle je vais peut-être essayer d'insister sur le fait que ce paradoxe n'est qu'apparent. Expliquons-nous. Alors on va présenter très rapidement que le ancien président honoraire de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui est effectivement pendant 9 ans dans cette présidence, pendant quand même une trentaine d'années universitaire dans cette belle faculté de droit. Donc c'est vrai que le droit, nous connaissons. À l'occasion de cette mini-conférence, j'ai jeté un coup d'œil ce matin sur le fameux classement Shanghai des universités. Je suis désolé, c'est les étudiants de Paris 2 ici. Paris 2 est classé 32 ou 33e des universités de droit. Paris 1, naturellement, est devant, 13e ou 14e. C'est une boutade. C'est pas une boutade. Ça veut dire que nous n'avons aucun complexe, Paris 1, Paris 2, d'autres universités également, pour faire depuis des décennies un enseignement de droit. Sauf que cet enseignement de droit, d'abord, il est très brillant, d'excellence universitaire, mais il est, pour l'essentiel, en fait, en grande partie, essentiellement théorique. On y reviendra. Cela dit, il est excellent. Par ailleurs, et vous le savez, chers collègues et amis aussi bien que moi, les métiers du droit, le droit est de plus en plus attirant pour les jeunes générations. Et l'université, je sais de quoi je parle pas bien, Panthéon-Sorbonne, nous avons plusieurs défis. La demande qui dépasse au plan quantitatif largement l'offre. Je pense que vous avez entendu parler d'un truc, c'est pas parce que j'ai été au comité naguère, j'avoue, je suis co-responsable, cofondateur d'Erasmus. Je suis co-rédacteur de la Magna Carta. Mais je n'ai rien à voir avec Parcoursup. Pas de confusion. Parcoursup, je ne sais pas, je sais qu'on va vous faire sourire, c'est effectivement, c'est Parcoursup, c'est pas Parcoursup, c'est Parcours du combattant. C'est absolument, je peux vous en citer quelques preuves, c'est hallucinant, la robotisation, l'ordinateur. Une anecdote vécue. Et je veux intervenir de manière directe pour pousser tel ou tel candidat, mais il y a quelques semaines, j'ai été alerté par un ami qui connaît bien un égyptien, très francophile, et francophone bien sûr. Ses filles, des jumelles, ont fait des études à l'université du Caire, très brillantes, après avoir fait le lycée français, autant pour moi, le lycée français du Caire, et ont candidaté en droit dans une université parisienne, que je nommerai pas, même si ce n'est pas Paris 1, c'est une autre. Parcoursup. Ces filles sont des jumelles. Elles ont eu, j'ai vu le cursus, elles ont eu le même cursus, elles ont eu le même résultat au baccalauréat, je m'en sens très bien au baccalauréat. Résultat de Parcoursup, l'une est acceptée, l'autre ne l'est pas. Un exemple tout à fait caractéristique. Alors, je vais vous dire que je suis intervenu et que j'ai convaincu mon collègue de maison de Paris 2, ah non, vous ne pouvez pas citer l'université, autant pour moi, que c'était absurde et qu'effectivement, cette absurdité a été réglée. Mais on pourrait multiplier les absurdités. Souvent décourageant. Alors il y a deux choses donc. La demande, puisque effectivement les métiers du droit se multiplient, et l'offre qui est souvent
Alors beaucoup, effectivement, le refus. Alors c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, pas pour moi, 2 ou 3 décennies, il y a des universités à la périphérie de Paris. Alors, je vais vous dire demain de rien de personne, mais c'est vrai qu'à tort ou à raison, Paris 1, Paris 2, incidemment Paris 5, c'est on ne pourra que les universités périphériques. Ce qui est un peu dommage. Dans certains domaines, par exemple Saint-Quentin ou Évry, ils ne sont pas si mal que ça, on s'en fout, mais bon. Donc il y a ce premier problème, à savoir on ne peut pas répondre positivement à toutes ces candidatures. Et un second problème, qui est peut-être le plus important, c'est que nous sommes, depuis très longtemps, dans le système LM. Quand je dis nous, c'est les universitaires. LMD, licence, master, droit. Nous sommes très bons pour former les étudiants, pour préparer les grands concours, l'école de la magistrature par exemple, d'autres écoles, les grandes écoles, ou pour faire des docteurs. LMD, force idem. En revanche, au niveau de la licence, c'est un enseignement qui, on peut revenir au niveau des questions, et je ne peux pas caricaturer, mais en grande partie très théorique, manque parfois par des moyens d'aspect pré-professionnalisation, manque souvent de stages, ou difficulté là aussi, c'est plus Parcoursup, mais ce n'est pas trop d'obstacle pour rechercher des stages, et enfin surtout, vous avez une forte majorité d'étudiants qui sont manifestement à leur droit, mais pour des tas de raisons ne sont pas faits pour devenir docteur en droit, enseignant à l'université ou à l'école de la magistrature. Et effectivement, troisième remarque, et ça c'est banal, depuis quelques années, les métiers du droit se sont diversifiés, se sont multipliés. Vous avez une très belle brochure que je viens de découvrir et qui vous rappelle un certain nombre de choses. Nous sommes en 2021. Le numérique, certains domaines du droit, on les ignorait pour cause totalement il y a 30 ou 40 ans. Et force est de constater que dans certains domaines, les matières, en particulier le secteur des compétences numériques, nous sommes encore, nous, à l'université, particulièrement faiblards. J'ai quelques collègues, quand je leur dis légal blockchain, légal design ou légal tech, qui me regardent avec des yeux comme des secours. Tout ceci pour vous dire que, paradoxalement, le doyen de cette institution est un universitaire, et que ce paradoxe est effectivement tout à fait à part. Dans la mesure, dès que j'ai été contacté par nos amis, j'ai découvert la spécificité, l'originalité de l'école supérieure des métiers du droit. C'est effectivement, il y a 2 choses. D'abord, s'ouvrir à toute une série d'autres profils pré-professionnels. 2, les amis en parleront, monsieur le directeur, beaucoup mieux que moi. C'est vrai que suivre un cours, même si c'est le même universitaire, dans un amphi surchargé de 200 personnes, ou si c'est dans une petite salle de 30 personnes, c'est pas le même aspect, y compris la convivialité, y compris au plan pédagogique. C'est vrai que les stages, si effectivement c'est la course d'obstacles, chaque fois qu'on trouve des stages, l'université est là, même si ça s'améliore, tu n'as pas toujours fait pour cela, c'est vrai que le type de structure, comme l'école supérieure des métiers du droit, c'est un contentionnellement en plus. Tout ça pour vous dire que j'étais trop bavard contrairement aux apparences, et à ce que j'avais prévu, même si je suis gascon d'origine, j'ai toujours parole, en général, c'est pas. Vis-à-vis de l'université, un établissement comme l'école supérieure des métiers du droit, j'ai vérifié, vous êtes pionnier en matière. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'en ai découvert 2 aux États-Unis. Incidemment, bon, je vais me présenter, tu as fait mon niveau. J'étais conseiller culturel scientifique de coopération pendant de longues années dans ce petit pays qui est coincé, si j'ai bonne mémoire, entre le Canada et le Mexique. Un petit pays qui fait la recherche géopolitique depuis 2 ou 3 jours. Je peux comprendre que les relations entre la France et ce petit pays sont un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec le droit, encore que. On en reparlera. Je ferme la parenthèse sur la crise, entre guillemets, des sous-marins nucléaires et conventionnels. Tout ça pour vous dire que j'ai découvert, effectivement, il y a 2 ou 3 établissements universitaires américains qui sont également de structures universités d'État, en particulier, très branchées depuis quelques années sur ceci. En France, vous êtes des pionniers, je vous en félicite, et en particulier, je suis très sensible au fait que, alors que nous, à l'université, on fait du LMD, licence L3, master M2, doctorat, et je n'entre pas dans les détails des enseignements, je vais passer la parole en 2 secondes à mes amis et collègues, que l'autre originalité, au-delà du L3, au-delà des M1 et M2 qui sont figurés dans la plaquette, que l'on va vous décrire tout à l'heure, il y a ce fameux L2. Le L2, à l'université, rien. Ou on passe en L3, ou on n'a rien. De mémoire, c'est un constat d'échec terrible, même si ça s'améliore, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'abandons d'étudiants
fanatisés par le droit par ailleurs, qui, à la fin de la première année, pour des tas de raisons, y compris celles que je viens d'évoquer, abandonnent. Ce qui est désastreux. Quand je dis fin de la première année, je suis relativement. Parfois, c'est même, parfois, fréquemment, à la fin du premier semestre. C'est vous dire effectivement qu'il y a un problème et que sur ce plan-là aussi, l'école supérieure des métiers du droit, je le répète volontairement, ça ne va pas être une école en concurrence, une école complémentaire, qui ne correspond pas des besoins complémentaires avec une bonne université. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à votre directeur général, votre futur directeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je vais laisser la parole à Philippe Mazet, donc, qui est responsable des études, responsable pédagogique sur l'ESMD. Moi qui vous parle mieux des métiers du droit. Encore une fois, on n'a pas voulu passer trop de temps à vous expliquer le SMD. Certains d'entre vous sont déjà des amis, donc vous avez déjà une connaissance de l'école, donc laquelle sont aussi à disposition. Et bien sûr, on est à disposition si vous avez des questions. Mais il nous paraissait plus intéressant ce soir de vous parler des métiers, du futur autour de ce droit autrement, et de ne pas se focaliser sur nous et de s'en regarder de mon côté. Donc je laisse Philippe Mazet vous entretenir sur les nouveaux métiers du droit. Comme ça. Merci Benoît, merci Président pour cette introduction, ces propos. Alors moi je n'étais pas président d'université, donc je n'irai pas à la tribune, je serai au secrétariat, à l'ordinateur. Voilà, parce que j'ai une petite présentation. On appelle la prof de l'esprit. Simplement. Pardon, d'accord. Alors, bonjour, donc, oui, l'idée c'est de parler ensemble des nouveaux métiers du droit. Alors, on pourrait en parler en 3 jours, 3 heures. On va essayer peut-être de faire quelque chose en quelques minutes. Voilà. Et le projet que nous avions avec le président Sopelza, avec Benoît, avec Yvan Felous, c'était que simplement de vous offrir une vision qui soit peut-être un peu inspirante. Ça vous donne des intuitions un peu sur votre projet, sur ce qui vous attend, et que ça vous donne aussi envie d'aller vers ces nouveaux métiers. Parce que quoi que vous fassiez, du droit ou autre chose, que vous fassiez du droit avec nous ou ailleurs, il faut que vous ayez envie. Là, c'est un sujet formidable, mais il faut que ça vous touche, il faut que vous ayez envie. Les nouveaux métiers du droit. On dit souvent le droit mène à tout. Je crois que c'est fini. Désolé. Parce que quand on dit droit mène à tout, ça laisse entendre faisons du droit, on aura toujours un boulot avec le droit. Même en dehors simplement d'un métier de juriste. Sous-entendu, peu importe le droit qu'on fait, peu importe la forme du droit qu'on apprend, peu importe la spécialité, le droit, ça donnera toujours du travail. Je crois que c'est fini, parce que le droit, comme d'autres métiers, il est atteint par la spécialisation. Et c'est pas n'importe quel droit, n'importe quoi, n'importe où, qui donnera accès à tout. Il faut choisir un type de métier. En tout cas, c'est le projet qu'elle nôtre. C'est pas de préparer à je ne sais quelle connaissance abstraite, c'est de préparer à des métiers. Et des métiers du droit, il y en a. Des nouveaux métiers du droit, il y en a. Regardez toutes les études, les salaires d'embauche d'un compliance officer, d'un délégué données personnelles. Regardez ces salaires d'embauche de jeunes aujourd'hui. Vous verrez que des métiers, il y en a. Ces nouveaux métiers du droit, je vais d'abord dire en introduction que ça n'est pas un effet de mode. On ne construit pas un projet professionnel, ça je parle pour vous, et on ne construit pas un projet de formation, je parle pour nous, sur un simple effet de mode. On a tous entendu telle étude américaine qui dit qu'en 2030, 40% des emplois seraient remplacés par l'intelligence artificielle, etc. Voilà. Bon, ok, concrètement. Aujourd'hui, il y a une réalité de fond qui amène à une transformation complète des métiers du droit. Je voudrais juste revenir sur les causes, parce que c'est ça qui est la cause de tout ce qui va dérouler après. Il faut que ça vous inspire. Tendance de fond, d'abord, la juridicisation de la société. Les rapports sociaux, les rapports économiques, la vie des entreprises, en B2B, en entreprise, mais aussi en B2C. Nous-mêmes, en tant que consommateurs, on n'arrête pas de cliquer des trucs, êtes-vous d'accord, acceptez-vous, voilà. La vie est aujourd'hui saisie par le droit. C'est une des conséquences logiques du libéralisme économique.
à partir du moment où le monde est un marché libre, où tout le monde peut agir. Regardez sur Airbnb, regardez sur les plateformes comme StaffMe. On a des professionnels, des particuliers, des gens qui sont en France, en Belgique, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut agir de partout. Finalement, le libéralisme économique, la mondialisation, amène un besoin d'encadrement par le droit. C'est-à-dire au XIXe siècle, la doctrine libérale disait un marché libre encadré par le droit, l'État gendarme. Donc plus les choses se libéralisent, se mondialisent et s'ouvrent, plus il y a d'intervention du droit. Intervention du droit qui n'est pas simplement le droit national, Légifrance, loi, décret, arrêté, notre petite hiérarchie des normes, qui est un droit de plus en plus multiple, très international, européen, autre, l'application, regardez sur les grandes plateformes aujourd'hui numériques, d'un droit américain par exemple, dans les relations commerciales, l'application de règles transactionnelles, et puis de tout ce qu'on appelle la soft law. Hein, c'est même pas des lois, c'est des règles, des normes professionnelles, des recommandations, des normes AFNOR, Certibat, ceci, cela, qu'on applique pour avoir un label, ou finalement qui sont applicables, ou que l'entreprise s'est fixée elle-même, la charte, ceci, le code bidule, et donc il y a une multitude de règles à appliquer, qui ne sont pas simplement le juriste à l'ancienne, qui avait son code, hein, ou ses codes, et puis qui regardait quelle est la loi applicable, c'est oui, c'est non, éventuellement la jurisprudence du dernier arrêt lorsqu'il y avait un doute, point barre. Aujourd'hui, être juriste, c'est être pris dans ce tourbillon de normes juridiques, parce que tout s'est juridicisé et ça ne va pas s'arrêter. Deuxième chose, la transition numérique. Bien sûr, juridisation et numérisation. Deux tendances de fond. Transition numérique, attention, il y a deux choses. La première chose, elle est facile à comprendre pour tout le monde, c'est le droit est un outil. Alors c'est un outil même pour les médecins aujourd'hui, c'est un outil même pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est un outil pour tout le monde, le droit. Tous les métiers utilisent le numérique comme un outil, bien sûr. Mais il y a un autre aspect, là c'est pas simplement un moyen, c'est sur le fond, c'est qu'on est entré dans ce qu'on appelle l'économie de la donnée, le big data. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Que vous soyez dans le BTP, dans l'agriculture, dans la banque, dans le commerce, j'en parle même pas, la donnée. Celui qui a les données, il a le pouvoir, il a l'argent. Ces données, il faut les protéger, les stocker. Comment sont-elles utilisées? Où vont-elles? Quelles données peut-on, doit-on traiter? On a en France une vieille tradition avec la loi informatique et liberté. Et dans l'économie de la donnée, le droit est majeur. Donc, double révolution. Ces deux tendances-là, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et on en remet une couche en permanence. Alors, ça amène à de nouveaux métiers. Ces deux nouveaux métiers, ils reposent sur deux piliers. Hein. S'il n'y avait que deux mots à retenir de ma modeste intervention ce soir, numérique et compliance. C'est du mauvais anglais, je suis désolé, conformité. Numérique et compliance. C'est les deux piliers qui amènent finalement à ces nouveaux métiers qu'on peut voir en quatre familles. Les deux premières familles sont des conséquences du numérique. Un, deux. Celle-ci est la conséquence de la compliance, une autre évolution, et puis tout ça se mélange à la fin pour une quatrième famille de métiers qui sont un peu à la confluence de tout ça. Les nouveaux métiers du droit, c'est quatre familles de métiers. Gardez ce schéma, je pense qu'il peut être éclairant par rapport à beaucoup de mots plus ou moins anglais, malheureusement je ne vais pas y couper, qui font très chic, mais on ne sait pas trop ce que ça désigne, on se paye de mots. Vous devez fonder votre projet professionnel sur autre chose que des mots qui font chic et qui font anglais. La famille numéro 1, c'est les métiers finalement dans lesquels le droit est un outil. Le numérique est un outil. Des nouveaux métiers d'utilisation du numérique comme un outil du droit. Dans tous les métiers, il y a des gens qui ne savent pas se servir du numérique et qui sont mis hors jeu. Ça va être pareil chez les juristes. Ça atteint le droit maintenant. Premier métier, développeur de contrat. Le contrat, de plus en plus aujourd'hui, c'est pas un papier, un crayon et un dactylo. Hein. C'est même pas un document Word. Le contrat, c'est un document numérique. Un document numérique qui est un service numérique
Bien sûr, il y a la signature électronique, mais ça va bien au-delà. C'est un document qui peut être évolutif, en fonction de la situation, en fonction de la législation applicable. C'est un document partagé. C'est un document qui doit être authentifié. Le document est devenu un service numérique. De même que votre compte en banque, ça vous paraît évident, vous êtes né avec votre banque dans la poche. Hein. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous. Non, mon compte en banque, je recevais mes relevés de banque, et j'allais à la banque, et les gens avaient, eux, un ordinateur, mais moi, je n'en avais pas. Aujourd'hui, un compte en banque, c'est un service numérique. Le contrat juridique, ça devient de plus en plus ça. Donc, il faut, et les gens de ma génération ne savent pas. Ils n'ont pas été élevés comme ça, ils se sont adaptés. Vous êtes des digital natives, d'entrée, pour vous, un contrat juridique, c'est pas ce que vous apprenez dans le code civil, bien sûr, bien sûr. Le contenu, mais avant ça, c'est un service numérique. Donc, il faut le concevoir comme tel, le créer comme tel, le faire évoluer comme tel, le gérer comme tel. Voilà. Ça, donc, c'est des métiers, par exemple, qui font appel souvent à du codage. Un contrat, ça se code aussi. Parce que c'est pas simplement le contenu de ce qui est écrit dedans, c'est un document qui va être évolué, qui peut avoir des multiples signataires, qui va évoluer en fonction de tels paramètres, d'évolution de tel prix, de tel indice, à telle date, on doit modifier ça, il y a des clauses de révision automatiques ou pas, etc. Et là, c'est pas la jurisprudence de la chambre commerciale qui nous intéresse, la cour de cassation. C'est concrètement de savoir bien paramétrer et coder ce service numérique. Vous imaginez que pour les gens de génération antérieure, voir le contrat comme ça, c'est... Voilà. Aujourd'hui, dans l'entreprise, là où on vous attend, c'est là-dessus. Autre chose, le legal design. Alors, qu'est-ce que c'est que le design? Le droit, c'est bien, que ce soit le droit dur, hein, les lois, les décrets, ou la soft law, les normes professionnelles, etc. C'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est appliqué. Hein, quand une entreprise ne respecte pas la loi, elle a des soucis. Quand elle ne respecte pas les normes de charte, etc., qu'elle s'est elle-même fixée, c'est bête, avouez-le. Bon, alors on peut dire, bah oui, il faut que les gens respectent le droit, hein, bah oui, c'est comme ça. Ils respecteront d'autant mieux le droit qu'ils le comprennent. Parce que quand vous avez des clauses ou des conditions générales de vente, ou un machin, parce que vos données personnelles qui fait 10 pages, I agree, oui, tout le monde coche. Hein, on s'en fout. D'accord ? Quand c'est réellement, il y a un réel enjeu, est-ce que les gens ont compris ce qu'on leur demande et le respectent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens respectent? Ils n'ont pas 3 heures pour lire des clauses et comprendre un raisonnement juridique sous réserve des dispositions et des exceptions prévues à l'article 6, voilà, nonobstant les cas, etc. Bon, non, sauf cas de force majeure. Bon. Mais finalement, il y a un métier nouveau qui est de rendre le droit accessible à tout le monde. Alors pas avec 15 pages de conditions générales, mais avec quelque chose qui rend le droit ludique, interactif, des schémas, une application informatique, des tutoriels, qui font qu'on s'assure que le droit soit vraiment respecté, notamment interne dans l'entreprise. Et donc ça part ce qu'on appelle le design thinking, on part de l'utilisateur, et on rend le droit compréhensible à tout le monde, y compris aux non-juristes. Ça veut dire que le droit va être effectif. Hein, c'est quand même pas rien, parce que des juristes qui font du droit qu'ensuite personne n'est capable de comprendre et donc d'appliquer, c'est un peu une petite perte en ligne quand même. Hein. Aujourd'hui, faire comprendre le droit, le rendre accessible et donc le faire appliquer, c'est un métier. Produire des services, des outils, alors ça peut être des slides, ça peut être des sites internet, ça peut être du serious game, qui fait que le droit est compris, on s'en assure. Voilà. Legal design. Créer des objets qui rendent le droit compréhensible et donc applicable. On est loin de ce qu'on apprend en première année à l'université. Dernier métier, évidemment, les métiers de la sécurité et de l'authentification. On parle beaucoup de la blockchain. Bon, ben oui, jusqu'à maintenant, je veux dire, on n'a pas trouvé mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des affaires immobilières ou autre, mais le notaire, ça fait quand même vieillot. Hein. Le gars, il va voir aux archives départementales, il faut 1 mois de délai pour aller retrouver un vieux papier griffonné de 1954, bon, qui a été scanné quand même, entre-temps, où il est écrit ceci, cela. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir des opérations, des documents dont on sait qu'ils sont authentifiés, sécurisés, par des algorithmes. Hein, et les faux documents photoshopés, je veux dire, on est à l'heure de Photoshop, et le monde économique repose quand même sur des photocopies. En termes de sécurité juridique, c'est juste le néant.
Alors que tout le monde, à 14 ans, peut faire des fausses fiches de paye, un faux contrat de travail et tout ce que vous voulez. Bon, évidemment que donc il y a tout un tas de services qui se développent autour de l'authentification, la sécurisation juridique, qui sont assez poussés du point de vue, notamment sur les marchés financiers, l'activité bancaire, mais pas seulement, du point de vue numérique. Et là, on a besoin aussi de compétences, de gens qui sont capables soit de concevoir, de coder des algorithmes de blockchain, soit de les utiliser. Déjà, un assistant juridique doit être capable de manipuler ces choses, comme on est capable de travailler avec Office, finalement, hein, avec Word, avec Excel et PowerPoint. Deuxième famille de métiers, toujours dans le numérique, c'est pas le numérique comme un outil du droit, cette fois, mais c'est vraiment le monde de la donnée. Bon ben, le big data, hein, la donnée, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises, c'est le nerf de la guerre. Vous voyez bien la guerre de Google et compagnie, ils sont prêts à tout nous donner gratuitement pour avoir des données. Donc ça a quand même une certaine valeur quand on voit la capitalisation financière de ces entreprises, on se dit qu'avoir des données, visiblement, même si tous les services qui nous rendent sont gratuits, à nous, en B2C, ça a un peu de valeur. Sauf que ces données, bien sûr, il y a un danger pour les libertés individuelles, RGPD, informatique et liberté, etc. Et toute entreprise détient des données sur ses clients, ses prospects, ses partenaires, ses salariés. Comment sont-elles collectées? Comment sont-elles stockées? Quel usage en fait-on? Comment les monnaie-t-on? Tout ça, c'est un vaste sujet, énorme, et il y a un métier qui est déjà bien installé, c'est celui de déléguer à la protection des données, et il y en aura partout, et de plus en plus, bien au-delà du RGPD, parce que c'est pas simplement en défense de dire « ah oui, il y a des règles européennes pour protéger les données personnelles, alors il faut respecter », c'est aussi en attaque, en positif. La donnée, c'est la valeur d'une entreprise. La valeur d'une entreprise, c'est les données qu'elle contient, aujourd'hui. Donc, c'est le nerf de la guerre. Mais il y a un régime très particulier, juridique, de ce qu'on peut faire, pas faire avec des données. On a besoin de spécialistes. Troisième famille, on sort du numérique, vous vous rappelez la première branche, on va vers la compliance, la conformité. Bon, le métier connu, c'est le compliance officer. En fait, avant, le droit d'avant, une entreprise fabriquait ses tables, ses chaises, vendait son produit. Il y avait éventuellement un juriste interne ou un avocat auquel on faisait appel quand il y avait un problème d'application de la loi. Et puis c'est tout. Puis s'il y avait un problème, il y avait un procès ou une transaction. Aujourd'hui, l'entreprise moderne, on ne lui demande pas ça, simplement. On lui demande de s'assurer elle-même, de mettre en place elle-même des systèmes qui fassent qu'elle respecte bien le droit. Elle est responsable de ne pas avoir mis en place des contrôles, des règles, des procédures qui visent à éviter les fraudes, les manquements à la loi, etc., etc. Elle doit le faire. Elle a une obligation aussi là. Outre son obligation de résultat, bien sûr, qui est de respecter la loi, sinon c'est le tribunal, elle a une obligation de moyen qui est de créer un service, des métiers en interne qui veillent à ce que le droit soit respecté, à prévenir les problèmes de non-conformité. Et donc, c'est le vaste champ de la conformité, de la compliance. Et ça explose. Ça explose, j'ai mis 3 flèches. Hein. D'abord, parce qu'il y a de plus en plus de normes. Au début, c'était surtout pour éviter la corruption. On demande aux entreprises d'un certain montant de mettre en place des règles internes pour contrôler si leurs employés ne sont pas corrompus ou corrupteurs. Après, il y a eu tout le problème des normes prudentielles, financières, dans le domaine des banques et de l'assurance. Après les crises financières, on a dit non. Les acteurs financiers prennent trop de risques. Ils doivent eux-mêmes, en amont, mettre en place des systèmes où ils surveillent les risques, où ils les évaluent, pour qu'un trader fou ou je ne sais qui fasse n'importe quoi. Parce que ça peut mettre en péril tout le système. Et puis, maintenant, c'est dans le domaine de droit de la concurrence, pour éviter les ententes, etc., dans le domaine environnemental, et de plus en plus, le type de sujet sur lesquels on demandera à l'entreprise de mettre en place des dispositifs elle-même, de se gendarmer elle-même, hein, alors qu'avant on attendait que ce soit le gendarme de l'État qui vienne, voilà, eh bien, ça augmente sans fin. La lutte contre les discriminations, etc. Vous voyez bien, chaque fois on demande aux entreprises de mettre en place des dispositifs, et dès qu'on est pris la main dans le pot de confiture, on dit mais je ne comprends pas, on avait pourtant mis en place ceci, cela, voilà, si on n'a rien mis en place, on est mort. Donc le métier de la compliance, ça prospère, parce que les normes augmentent, parce que les risques augmentent.
C'est-à-dire que, effectivement, les risques de fraude, les risques de corruption, les risques de grosses bêtises augmentent parce qu'on est dans une économie dérégulée. Mais fournisseurs, est-ce qu'ils font travailler des enfants? Quand c'était l'entreprise du coin de la rue, je le savais. Quand c'est un sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant via une boîte postale à Dubaï qui passe par le Pakistan, j'ai un peu plus de mal à le savoir. Donc, les partenaires sont partout, sont nulle part. Il y a des particuliers et des entreprises, tout ça se mélange, passe par des plateformes. Finalement, les risques de faire des bêtises involontairement ou volontairement, parce que les employés sont devant leur ordinateur, ils pourraient peut-être faire des choses qu'on ne contrôle pas. Tout est dans le virtuel, finalement. Les risques à contrôler explosent. Et puis, le niveau d'exigence augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'admet pas qu'une entreprise ait laissé simplement des propos racistes et tenus sur une messagerie interne et accepter que tel produit toxique, alors qu'il est interdit, ait été utilisé dans telle filiale, etc. On ne le supporte pas, d'abord l'opinion publique, les consommateurs, mais aussi de plus en plus les investisseurs. Les investisseurs, les gens qui investissent dans le monde économique, attendent des entreprises, ça c'est très anglo-saxon, mais en tout cas exigent des entreprises dans lesquelles elles investissent qu'elles soient, au niveau de la responsabilité sociale, environnementale, au niveau du respect des règles, de la conformité, elles soient totalement transparentes et claires. On ne pardonne plus des manquements. Donc, on a absolument besoin de gens partout pour faire de la compliance. Aujourd'hui, dans les banques, par exemple, on recrute des juristes numériques et des juristes compliance. C'est tout. On a absolument besoin de ces deux métiers, énormément. Et puis, donc là, on a vu, les deux premières familles, c'était le numérique, la troisième famille, c'est la compliance, et puis à la quatrième famille, vous vous rappelez, c'est un peu un mélange des deux, parce que tout ça se mélange. La famille 4, c'est les métiers transverses. Contract manager. Un contrat, on l'a dit aujourd'hui, c'est un service numérique. Ça veut dire que c'est quelque chose, le numérique permet, avant on signait un contrat, puis on y pensait pas, puis quand il y avait un pépin, on se rappelait qu'on avait signé un contrat ensemble, on le relisait. Aujourd'hui, le contrat, il va évoluer numériquement. La loi évolue, le contrat s'incrémente. Il y avait une révision de prix qui était prévue, il y a l'indice machin, tout de suite, ça s'adapte. Donc finalement, le contrat est quelque chose d'interactif, de dynamique, de vivant, qu'il faut gérer sur la durée. À un moment, on se rend compte que, j'avais dit avec vous, mettons que je vous devais tant par mois, etc., je sais pas quoi, relation commerciale, et puis l'indice du prix des matières premières, en ce moment, explose, et là, je vous dois beaucoup plus, et là, tout à coup, je suis exposé à un risque avec vous, auquel je n'étais pas exposé quand j'avais signé le contrat. Donc, il faut qu'il y ait des alertes. Donc, le contract manager, c'est quelqu'un qui s'assure, qui suit des contrats, comme on suit un compte client, qui suit un contrat, et notamment qui est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque qui explose, qui suit la rédaction, l'évolution du contrat dans une perspective de sécurisation, de limitation des risques. Le contrat, c'est devenu un être vivant. C'est quelque chose de vivant, d'évolutif. C'est pas un vieux bout de papier qu'on retrouve un torchon qu'on avait signé il y a 15 ans avec des prix en francs et je ne sais quoi. Et construire le contrat au début, vous l'avez dit tout à l'heure, très bien, mais ensuite le faire vivre, le suivre, ce sont des métiers complètement nouveaux. Vous avez un portefeuille de contrats, quand vous êtes contract manager, et puis vous devez vous assurer de où on est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. La personne a changé, il faut changer les signatures. Souvent, les contrats qu'on a, ils ont été signés par une personne qui est décédée, ou qui a quitté la boîte depuis 18 ans, avec des prix en francs, c'est juste de la science-fiction. Maintenant, le contrat, il vit. Et il faut gérer des contrats, parfois avec des risques très importants pour l'entreprise. Parce que l'entreprise a été rachetée finalement par une filiale qui est établie dans un paradis fiscal, etc. Non, mais tout de suite, ça doit... Parce que c'est nouveau. Voilà. Délégué à l'éthique numérique, ça c'est un truc nouveau. On ne se contente plus simplement maintenant de protéger les données, mais on demande, ça c'est un métier très émergent, on demande aux entreprises d'avoir sur Internet un comportement, dans tout numérique, un comportement conforme à l'éthique numérique. On ne tient pas certains propos, on ne harcèle pas les consommateurs, on respecte le droit à l'image, etc. Et là, on est dans la soft law. Mais de plus en plus, une entreprise doit être irréprochable et dans l'espace numérique, sur les réseaux sociaux, les propos tenus par ses collaborateurs, etc., doit être éthique. On ne peut pas à la fois faire des proclamations éthiques, dire qu'on est pour l'environnement, contre les discriminations, etc.,
et d'un autre côté, laisser des débordements dans la sphère numérique. Donc, les délégués à l'éthique numérique, ça se développe aux États-Unis, c'est que ça arrivera chez nous. Puis, dernier métier, chef de projet juridique, je le garde pour la fin, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, le droit est de plus en plus important. Pour des chefs d'entreprise aujourd'hui, le droit avant c'était un truc en cas de pépin, maintenant c'est tout de suite. Dès que vous commencez, il y a des risques, il peut vous arriver plein de trucs. Et donc le droit est devenu un élément stratégique dans l'entreprise. C'est pas juste un service qui nous donne un conseil de temps en temps. Et donc le chef de projet juridique, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que le droit participe à la performance de l'entreprise. Voilà, on a besoin pour être performant aujourd'hui du droit, donc de fournir aux clients internes dans l'entreprise, aux autres services, des services, du legal design, de la sécurisation, de l'information. Bonjour, mesdemoiselles, messieurs. Voilà. Et ça, je dirais, c'est le métier peut-être le plus important qui fait que le directeur juridique, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Vous savez, il y a deux gens qui montent dans les entreprises au niveau du top. Le directeur juridique et le directeur de l'informatique. Dans les années 80, le directeur d'informatique, c'est un geek dans son coin qui branche les fils, et le directeur juridique, c'est quelqu'un qu'on va voir quand il y a un problème, qui a fait du droit. Aujourd'hui, le juridique et le numérique, c'est au cœur de l'entreprise. Donc voilà. Alors, je vais terminer très rapidement. Quelles compétences il faut pour ça? Il faut des compétences spécialisées qu'on n'apprend pas dans l'enseignement juridique traditionnel. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut coder. Ça, c'est l'aspect numérique. En tout cas, il faut comprendre un algorithme, un code, une application, un programme, comment il est construit, comment on peut le changer, comment on peut le reparamétrer. Il faut avoir un petit côté geek. Et il faut un petit côté économique et gestion. Parce que ça, c'est la compliance. On parle de risque. Risque, c'est-à-dire risque financier, souvent. Il faut être capable d'évaluer. Tel contrat est important, telle clause est importante, telle situation est vraiment à risque. Un tel ne l'est pas. Il faut avoir une vision économique du droit, une vision un peu business, parce qu'on a dit que le droit participe aujourd'hui à la performance économique. Il ne faut pas simplement dire la règle c'est ça, là c'est blanc, là c'est noir, là on a le droit, là on n'a pas le droit. Non, concrètement, où sont les priorités, qu'est-ce qu'on risque? Donc il faut des compétences qui sont différentes du droit traditionnel, et puis le numérique amène la compliance. Plus on manipule de données, et plus on est dans le virtuel, plus on a des comptes, des machins, des mots de passe, ce que vous voulez, et plus il y a un risque que des bêtises soient faites ou des fraudes. Et donc, le numérique amène la compliance. Et inversement, pour contrôler tout ça, pour avoir un œil sur tout ça, pour suivre tous les contrats, tous les comptes clients au maximum, il faut du numérique. Donc l'un amène l'autre, l'autre amène l'un. Ça veut dire que, ça c'est l'esprit dans... Enfin, c'est l'analyse qu'on a faite ici, parce qu'on a beaucoup réfléchi avant de vous recevoir et de monter ce programme. La compliance et le numérique, c'est indissociable. Je vais terminer avec un mot, parce que là, je vous parle de métiers, on va dire niveau master. On va se dire, oui, mais ça, c'est des métiers, tout ce qu'on a dit là. Non, c'est fini cette époque où on pouvait faire un M2 un peu numérique ou un peu conformité, qui était un peu une petite professionnalisation. Aujourd'hui, le droit, les métiers du droit, c'est ça, à tous les niveaux. Et on a besoin, c'est ça le fait nouveau, c'est que avant, une PME, une boîte de 50 salariés, ne se payait pas de juriste. Il n'y avait pas de juriste. Quand il y avait un problème, on consultait un avocat. Aujourd'hui, puisque le droit est omniprésent, une boîte de 50 salariés, elle a des fichiers clients, elle a du RGPD, elle a des risques de fraude, elle a son label machin, sa norme environnementale truc, la loi Bidula, elle a besoin d'un assistant juridique, donc même au niveau d'une PME, de quelqu'un qui, dans tout ça, va pouvoir l'aider, sinon l'activité est impossible, les risques sont trop grands. Donc c'est plus simplement une affaire de Master 2, ça. J'aurais dit ça il y a 10 ans. Voilà, c'était la pointe émergée. Aujourd'hui, dès le début, il y a des métiers à Bac+2, il y a des métiers à Bac+3, il y a des métiers à Bac+5 qui sont ceux-là. Voilà. Donc ça a complètement changé. C'est vrai que ça a changé très vite et que, bon, je passe au contrôle du président, mais voilà, l'université, elle ne change pas à ce rythme-là. Alors il y a deux choses, je pense. Pour les masters, ça changera peut-être un jour à l'université, peut-être. Sauf qu'apprendre le codage et la vie de l'entreprise, c'est pas la nature spontanée du droit, des juristes. Et pour le niveau Bac+2, Bac+3, l'université ne sait pas faire. Il y a beaucoup de métiers, ce sont des camarades qui font des BTS,
Il y a beaucoup de filières, beaucoup de secteurs professionnels où on forme des ingénieurs, Bac plus 5, et où on forme des techniciens, des gens capables d'être très opérationnels dans une PME, et là où on n'a pas besoin forcément d'un ingénieur. Le droit ne sait pas faire. Une espèce de BTS de droit, alors que tout le monde a besoin de ça. On n'en produit pas, on ne sait pas faire. Ça n'intéresse pas le système universitaire. Pourtant, il y a des emplois tournés vers l'avenir et des emplois, regardez, allez sur Internet, regardez les salaires. Des emplois en plus très bien payés. Donc voilà un peu la perspective, je trouve quand même, qui est très sympa quand on a 18 ans, 20 ans, 22 ans aujourd'hui, qu'on veut faire du droit. Tout est en train de se réinventer. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que ces tendances-là ne sont qu'à leur début. Je voudrais juste que vous reteniez ça. Et puis allez voir sur Internet, regardez tout ça. C'est passionnant. Moi, je regrette de ne pas avoir 20 ans, mais c'est trop tard. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée ce soir, c'était pas de passer notre temps à vous expliquer comment allait fonctionner l'école, comment les programmes sont faits ou ce genre de choses. On rentrera dans le détail au cas par cas avec vous. On voulait surtout vous parler de ce futur du droit qui est en train de se construire, qui est déjà présent dans certaines entreprises. Vous rentrez dans des formations, vous allez vouloir arriver sur le marché du travail dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il faut que vous soyez prêts à cette évolution-là. Et surtout, vous partez pour des carrières professionnelles de 40 ans. Vous ne pouvez pas le faire avec des bases anciennes. Il faut le faire au plus juste de ce que les entreprises, ce dont les entreprises ont besoin. Et c'est vraiment toute l'idée de ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Même si on le sait, sur certains métiers, on est en avance de phase. On l'a dit, sur certains métiers que M. Mazet a évoqués, on le sait, en avance de phase. Et maintenant, je voulais juste en quelques minutes vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne différemment aussi, et comment toute cette approche de ces nouveaux métiers, on peut leur donner corps et on peut, comme l'a fait M. Mazet tout de suite, vous dire voilà les compétences dont vous avez besoin, voilà les compétences sur lesquelles on doit vous accompagner. Donc très rapidement, pour les études à l'ESMD, les éléments clés, qu'est-ce qui va différencier, c'est d'une part les enseignements en général, vous l'avez compris, qui se basent sur, bien sûr, des éléments de droit qui sont extrêmement importants. Je ferai une petite parenthèse dessus. Nous sommes une école de droit qui s'ouvre à l'entreprise et non pas une école de commerce, puisqu'aujourd'hui il y a des écoles de commerce avec des petits programmes de droit effectivement qui se rajoutent un petit peu comme un vernis en fin de scolarité, mais qui n'ont pas la méthodologie du droit. Et ça c'est important. Le droit, avant d'être des connaissances, c'est surtout une méthodologie de travail et une approche spécifique. Et c'est ça, déjà, qu'on transmet. Ensuite, bien sûr, cette connaissance, cette compréhension de l'entreprise, à la fois théorique par des cours, mais aussi par la mise en pratique en stage ou en alternance, et la notion d'être opérationnel. C'est-à-dire que dans les facs, vous allez avoir des cours magistraux et des TD. Chez vous, vous allez avoir de la mise en pratique quasiment tout le temps. La notion de cours magistral d'un côté, TD de l'autre, n'a pas vraiment de lieu d'être chez nous. C'est vraiment de la mise en pratique au maximum. Au niveau des enseignants aussi. Les enseignants, vous l'avez vu dans les échanges qu'on a eus déjà ce soir, à la fois des universitaires renommés et à la fois des personnes en entreprise qui exercent les fonctions ou qui gèrent des entreprises notamment et qui ont ces besoins-là et qui vont aussi pouvoir venir vous exprimer les besoins tels qu'ils existent dans l'entreprise. Ce lien-là, il va d'autant plus se faire qu'on est une école à petits effectifs. Aujourd'hui, on vous reçoit dans l'amphi, qui sur le campus, aujourd'hui sur le campus, vous n'avez pas encore fait le tour pour certains, il y a 3000 m². Cette salle est la plus grande, c'est 140 personnes au maximum. C'est la plus grande salle que vous trouverez ici. Vous avez essentiellement des salles de 20-30 personnes parce qu'on pense que c'est ce format-là qui est préférable pour pouvoir échanger, pour faire un suivi, mais aussi pour vous permettre d'être en échange avec les enseignants. Pour nous, on considère que les enseignants que vous avez en face de vous, bien sûr, sont là pour vous transmettre une connaissance, un savoir-faire, mais ils sont là aussi pour être demain
vos futurs collègues, en tout cas des personnes avec qui vous pourrez travailler, qui seront dans votre réseau. Et donc, le fait d'être à 20 ou 30 permet de créer un vrai lien avec les enseignants et puis de vous donner un coup de main pour trouver un stage, pour trouver une alternance, pour demain trouver un emploi. Vous commencez à construire votre réseau professionnel en étant dans l'école. Et ça marche d'autant mieux en ayant ces petits effectifs. Et on l'a dit, des diplômes reconnus. Voilà, on est la seule école de droit à avoir des diplômes reconnus sur le Bac+2 notamment et sur le Bac+5. Pour rentrer un peu dans le détail, parce qu'on a parlé d'un Bac+2. Bac+2, c'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude, le président le disait, la fac, c'est 3 ans. Alors que, comme l'a dit M. Mazet, il y a des emplois à Bac+2, à Bac+3. On se base initialement sur un diplôme d'assistant juridique. Alors, je voudrais vraiment casser déjà l'image. On n'est pas sur du secrétariat juridique où quelqu'un va faire finalement du secrétariat et 3-4 bases de droit pour pouvoir répondre et pour pouvoir faire secrétaire dans un cabinet d'avocat plutôt que d'être dans un cabinet dentaire si la personne avait fait du secrétariat médical. On n'est pas du tout dans cette approche-là, mais on est bien sur une compréhension dès le début des enjeux qui ont été évoqués ce soir. Et c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu les éléments de programme qui se retrouvent dès la première année. Et vous le voyez, dès la première année, bien sûr, on est sur du droit, je dirais un petit peu classique, introduction au droit administratif, qu'est-ce qu'on a, droit constitutionnel, il faudra bien sûr en faire un tout petit peu quand même. Et après, on rentre plus dans des éléments, je dirais, opérationnels avec les différentes procédures, mais aussi la compréhension de l'entreprise, avec tout de suite des notions de communication d'entreprise, d'économie micro et macro, donc notamment d'entreprise, organisation d'entreprise, pas en tant que je me positionne et c'est moi qui vais organiser la vie d'entreprise, mais bien je vais intégrer une entreprise qui a une organisation, qui a un fonctionnement, il faut que je comprenne finalement où je vais. Et aussi, on vous l'avait dit, dès le début, des notions importantes d'éthique et d'entreprise, de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et de compliance, de conformité dont on parlait tout à l'heure. Ce ne sont pas des matières que l'on réserve au master, on vous l'a dit, c'est vraiment des matières qui doivent infuser dès la première année. C'est aujourd'hui le quotidien des métiers du droit, et ça le sera encore plus demain. Donc c'est dès la première année que vous devez avoir ces éléments-là, et pas dans un futur lointain. Aujourd'hui, je vous le dis, on le voit dans les candidats sur le master, vous avez des étudiants qui sortent d'un Bac+3 de très bonnes universités et qui n'ont jamais entendu le terme de conformité ou de compliance. Et quand ils arrivent ici, entre les deux masters, plutôt celui de juriste, parce que juriste, on sait ce que c'est, mais compliance, on n'en a jamais entendu parler. Après, un Bac+3, ils n'ont jamais entendu le terme. Et on ne les a jamais poussés à s'ouvrir, à avoir cette curiosité de comprendre ce qui est en train de se passer dans les entreprises. Nous, ça nous a un peu sidérés, franchement, pour vous le dire, quand on a lancé les masters, et c'est par rapport à la réalité du besoin dans les entreprises, on était persuadés que les étudiants connaissaient. Et en fait, on se rend compte qu'après un Bac+3, les étudiants ne connaissent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on reviendra en arrière dessus, on pense que vraiment, dès le début, il faut avoir ces éléments-là. Le bachelor, j'en parle assez peu puisqu'il va ouvrir dans 2 ans. Aujourd'hui, on commence vraiment la première année de ce Bac+2 donc, qui arrivera sur un bachelor. Et en parallèle, on commence la première année, le M1, sur les masters dont je vais parler. Donc, préparation plutôt sur les métiers transverses, sur les 3 premières années, on l'a rapidement évoqué, une ouverture en 2023. Il sera bien sûr le lien pour ceux qui auront fait leurs 2 premières années chez nous, il sera bien sûr le lien logique entre le Bac+2 et les masters. Il devra aussi permettre, avec des options qui seront rajoutées, à quelqu'un qui viendrait d'un Bac+2, je ne sais pas, de carrière juridique ou autre, sous réserve de travailler finalement beaucoup plus, parce qu'il y aura pas mal de choses à rattraper, de pouvoir réintégrer un petit peu cet univers-là. Et puis, toujours la notion de professionnalisation, puisque toutes les formations, quoi qu'il arrive, ont soit un stage, soit peuvent être en alternance, et ce, dès la première année.
Sur les masters, donc les deux masters, hein, en lien avec ce que M. Mazet vous a dit sur les métiers. Le premier, donc, de droit et conformité. Je ne suis pas rentré dans les détails. Vous avez sur le site internet, sur les plaquettes, l'ensemble des matières. On peut en parler si vous voulez. Je voulais juste vous dire que voilà, c'est bien sûr les connaissances du secteur. C'est aussi des notions de gestion de projet, gestion d'équipe. Je pense que vous l'avez compris dans la présentation qui vous a été faite. Aujourd'hui, le droit, aujourd'hui, un contrat, c'est un projet. C'est un projet avec déjà en tant que tel à mettre en place, et c'est aussi généralement un projet d'équipe. Donc la notion de gestion de projet, elle doit être omniprésente dans ces formations, notamment dans les formations de master. Et puis, on n'en a pas tellement parlé, on a parlé de soft law, on n'a pas parlé de soft skills. Les soft skills, c'est important parce que le juriste, tous les métiers qu'on a évoqués là, sont des métiers de contact. On a parfois l'image du juriste finalement qui est dans son coin. On parlait, il y a un juriste d'entreprise, il a son bureau et on va le voir quand on a un problème. Tous les métiers qu'on a évoqués là sont des métiers qui construisent un projet dans l'entreprise et donc nécessitent d'être au contact des gens. Donc la notion de soft skills, savoir se présenter, savoir échanger, savoir comprendre l'autre, développer un peu d'empathie, développer des échanges, savoir faire de la négociation durable, ça fait partie des éléments nécessaires dans ces métiers que l'on évoque, qui nous paraissent normaux finalement, c'est finalement des compétences assez naturelles, on pourrait se dire, ben, ça n'est pas tant que ça, et surtout, ça se travaille. Et puis, sur le deuxième master, donc juriste, j'ai mis entre parenthèses juriste numérique parce que c'est un peu la même chose. Si on met juriste, quand on appelle ça juriste numérique, les gens pensent juriste spécialisé dans le droit numérique. Ça n'a rien à voir. C'est savoir utiliser le numérique dans le droit. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure M. Mazet. Il faut le savoir, donc, on parle bien sûr des legal tech. Dans les évolutions, c'est bien sûr l'évolution de pouvoir travailler en entreprise en utilisant ces outils ou d'aller carrément se spécialiser et d'aller travailler dans le monde des legal tech. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se créent et se développent dans cet univers-là. Et pour ça, eh bien, il y a toutes les connaissances dont on parlait du code, ça paraît étrange, mais c'est aussi nécessaire. Et au-delà du master, donc, qui est un diplôme RNCP reconnu, on fera passer aux étudiants une certification AFNOR de juriste numérique, c'est la seule qui existe en France, pour vraiment authentifier le savoir-faire numérique des étudiants qui feront cette spécialité-là. Alors il faut savoir que ça paraît loin, et je dirais ça paraît compliqué, et c'est vraiment des choses que l'on travaille sur la durée et qui sont à la portée des étudiants, sinon bien sûr on ne l'inclurait pas. Mais il faut savoir que pour valider par exemple ce certificat AFNOR, il va falloir savoir coder son propre robot de recherche, ce qui veut dire que demain, quand vous voulez faire une recherche juridique ou une veille juridique, encore mieux, sur une thématique, vous n'allez pas passer par X ou Y outil, vous allez créer votre propre outil qui permettra de manière très fine de faire la veille sur votre sujet et ne pas être parasité par d'autres sujets. Voilà. Ça, c'est partie des éléments. Je donne cet exemple-là, il y en a d'autres, mais la notion de code, effectivement, est importante. Et bien sûr, ici comme ailleurs, comme l'autre master, mais aussi comme les autres formations, la notion de soft skills est importante. Voilà, je voulais juste vraiment vous brasser rapidement les différentes formations. Et bien sûr, pour plus d'informations, vous avez Justine André, que vous avez vu, certains l'ont déjà rencontré. Vous pouvez bien sûr reprendre son email, son numéro de téléphone. Et surtout, on est à votre disposition pour répondre à vos questions en face à face. Ce sera peut-être un petit peu plus simple, notamment si vous voulez évoquer des sujets personnels, des situations personnelles. Et pour finir, je vais passer la parole à Yvan Fellous, qui est donc le cofondateur de l'école, pour pouvoir clore cet échange de ce soir. Merci. Bien. Merci, Monsieur le doyen, Monsieur le président honoraire. Merci, Monsieur Mazet. Merci, Benoît. Donc, oui, effectivement, je suis le cofondateur de l'École supérieure des métiers du droit. Mais avoir une idée, c'est facile. Le plus compliqué, c'est de la réaliser. Et j'ai eu beaucoup de chance
de rencontrer des gens de grande valeur, de grand talent, tout à fait impliqués pour m'aider. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, le SMD va faire sa première rentrée en début octobre. Et c'est grâce à eux que nous avons eu une certification Bac+2, Bac+5. C'est grâce à eux que nous avons aussi une certification Calliope, qui est la nouvelle certification qui est extrêmement rare actuellement dans le cadre de la formation. Donc, humblement, je conclus ce premier débat, cette première intervention sur le SMD. Mais le SMD vient de naître, j'espère va grandir. Vous savez tous, et si vous êtes là, que le métier du droit sont des métiers extrêmement importants, mais qui nécessitent beaucoup de rigueur. Et aujourd'hui, tout l'avenir est pour tous ces étudiants qui vont rentrer dans ces métiers du droit que nous allons traiter ici autrement, parce que rien ne pourra se faire dans l'entreprise sans que vous soyez des vrais partenaires. On aura besoin d'avocats, on aura besoin de juges, on aura besoin d'huissiers, on aura besoin de notaires, c'est vrai. Mais de plus en plus de personnes formées à ces nouveaux métiers. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, malgré la difficulté pour certains d'arriver compte tenu de la circulation parisienne. Ceux qui voudront avoir d'autres informations, il y a Justine qui est présente, je suis encore présent, Monsieur Mazet peut-être un peu présent, Monsieur le doyen, je ne sais pas, le directeur général est appelé à d'autres réunions. On est à votre disposition pour vous répondre à d'autres questions. Sachez que la rentrée aura lieu le lundi 4 octobre et que tous ceux qui seront inscrits, dans un premier temps, auront un démarrage, que ce soit en Bac+2 ou en master. Les cours commenceront dans la semaine du 4 octobre. Voilà, merci de votre attention et toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Au revoir.